Bonsoir. L'heure est à la normalisation des relations entre les nouveaux hommes forts de Bamako et la CEDEAO. L'organisation sous-régionale a décidé la levée des sanctions prises contre la junte militaire au pouvoir depuis le putsch d'août dernier. Le point de la situation tout à l'heure dans le Live Actu. Nos spécialistes du décryptage sont là ce soir. Les journalistes André Bois et Israël Guébo, accompagnés du consultant en communication politique Alain Toussaint, vous feront profiter de leurs analyses. Soro Guillaume et ses proches devant les tribunaux, la bataille de la mobilisation entre l'opposition et le pouvoir, mission conjointe des organisations intergouvernementales à Abidjan. Toute cette actualité sera passée au crible de notre équipe d'experts. Et comme tous les jeudis, pour finir cette semaine en beauté, on aura droit au point de stress du porte-parole du ministre des Affaires ministérielles. Mac Danon sera également en notre compagnie. Ici, on vous informe, on analyse, on discute et on décrypte l'actualité comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans les Live Talk. Oyez, vous vous demandiez s'il n'y avait pas quelqu'un qui manquait à l'appel. Ben non, je vous rassure, le ou la meilleure pour la fin. Mesdames, messieurs surtout, merci. Je vous prie de recevoir à vos côtés la sublime Edith Broubleu. Ça vaut qu'on applaudisse quand même ça. Non mais c'est... Bravo. Je te pardonne, mais c'est tiré par les cheveux. Ce qu'on appelle dans un langage très ivoirien, franchement. dos de chat. Toujours retomber sur ses pattes. Un vrai saut de chat. Oh. Mais bon, c'est bon, tu t'es rattrapé. Merci. Bonsoir Madame Bleu, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Et vous êtes en bleu? Oui, pour terminer la semaine. C'est très très bien. C'est important. J'ai même envie de dire que c'est très très bleu. C'est son bleu de travail. C'est son bleu de travail. Oh. Il y a de l'esprit sur ce plateau. C'est très bien entouré. Ah, absolument. Israël Guébo, bonsoir. Bonsoir Brice, bonsoir à tout le monde. Et vous êtes à côté de votre complice. Complice de quoi? J'aimerais bien savoir. Complice face à la Côte d'Ivoire. Oui, bonsoir Brice, bonsoir à André tous. Bois. Nous sortons d'une grosse semaine pour notre chaîne qui est en train de construire toujours son rapport avec les Ivoiriens. Et voilà, on est tout contents avec cette émission. En général, quand on veut parler de complice, le troisième larron. Voilà. Non, j'oserais pas. Monsieur Alain Toussaint est avec nous. Bonsoir, comment ça va? Je suis le complice d'André Bois. Ouais, c'est Non, je sens que complice. le premier qu'on va dénoncer, ce sera vous. C'est un trio. C'est un trio gagnant. En tout cas, messieurs, félicitations pour ce rendez-vous-là qui est devenu un rendez-vous important pour nos téléspectateurs, pour les Ivoiriens, au regard de la pertinence de vos analyses, au regard de la qualité de vos invités. C'est vrai qu'on en a ici aussi, au regard de ces informations-là que vous décryptez pour le bien et le bonheur de tous les Ivoiriens. Ceci dit, on va démarrer au pas de course avec le tour de l'actualité. Au pas de course, c'est bien dit ça. Notre Live Actu, messieurs, avec le Mali. Le Mali, on parle de la normalisation. Je m'envie cette bonne nouvelle réclamée sur ce plateau-là par monsieur Israël Guébo qui disait « Oui, le Mali souffre, il faut que la situation se normalise rapidement ». Je crois que je vais être très content maintenant. Alors oui, surtout pour ces nombreuses populations qui étaient un peu... qui avaient des restrictions financières et économiques au regard des sanctions qui avaient été déposées ou imposées par la CEDEAO. Donc oui, les sanctions ont été levées et cela fait suite justement à la normalisation de la situation au Mali, un Premier ministre et un gouvernement. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle. Il faut noter la libération de 12 personnalités militaires et civils maliens qui avaient été arrêtés depuis le 18 août, donc à la date du putsch de la junte militaire, et ça faisait partie, en tout cas la libération faisait partie des conditions qui devaient conditionner la levée des sanctions de la CEDEAO. Ouais. Effectivement. Vous l'avez perçu, André? Oui, les conditions qui devaient conditionner. C'est bien dit tout ça. Non, mais il faut qu'on retienne que le Mali, avant même que toute l'Afrique ne commence à dire la diaspora est l'autre, on va dire l'autre mamelle de notre chère Afrique, au Mali, déjà, il y a fort longtemps que les transactions financières entre la diaspora et puis le Mali faisaient beaucoup de bien à ce pays. Donc cette mesure-là, Israël a bien fait de le soulever, était vraiment ressentie durement par les Maliens.
Donc aujourd'hui, qu'on en arrive à la levée de ces sanctions, vraiment, on est tous très très contents. Et puis à la normalisation, vraiment, on est contents. J'ai même envie de dire, peu importe même la nature d'une sanction, déjà la qualité de la sanction, le fait que ce soit déjà une sanction, déjà qu'il y ait une restriction, on sent déjà que ça crée une forme de malaise à la base. Vous partagez mon point de vue, Alain, tout ça? Mais bien sûr, puisque ici, nous avons été parmi les premiers à dénoncer les mesures qu'on a même qualifiées d'injustes, qui avaient frappé le Mali. On avait plutôt souhaité un dialogue plus agissant entre le Mali et ses partenaires de la CEDEAO et au-delà de l'Union africaine. Et finalement, je pense que le dialogue a fini par triompher, car dans l'histoire, au-delà du Mali, c'est l'Afrique de l'Ouest qui gagne, peut-être un nouveau pôle de stabilité à construire. Les 2 tiers du Mali sont occupés par des forces illégales et il y a besoin d'installer un État fort et structuré dans ce pays. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle et je pense que la junte également l'a compris. Je m'apprête à en parler. Quel regard, quelle analyse, quel jugement vous portez aujourd'hui sur la junte? Les gens disaient, oh là là, c'est des militaires, il ne faut pas leur faire confiance et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ils se sont positionnés de sorte qu'on ait un regard différent sur eux? Oui, forcément. De toute façon, ils ont compris qu'ils n'avaient pas forcément le choix. Derrière, on a la société civile qui avait déjà commencé à mener un combat à travers les rues avec la mobilisation menée par l'imam Diko. Et ensuite, la CEDEAO qui a mis la pression après le putsch également. On s'est rendu compte qu'ils ont essayé avec la charte, en tout cas qu'ils ont défini eux-mêmes en collaboration toujours avec cette même société civile, de respecter les conditions et de trouver un terrain d'entente avec la CEDEAO pour pouvoir permettre surtout au pays de sortir de cette crise, de sortir de cet embargo et de surtout permettre à la population de pouvoir respirer. Les militaires ont annoncé une transition de 18 mois. On attendra la fin de cette transition pour les juger. Mais ici encore, nous avions déjà dit qu'il fallait leur faire confiance. Parce qu'il n'y a pas de fatalité en la matière. Je pense que le Mali souffre et les responsables politiques, civils et militaires ont compris cela. Et c'est une transition qui, à mon sens, est prometteuse. Ça me fait sourire parce que je me dis que finalement, les sanctions, c'est vrai qu'elles ont été diversement appréciées ici, sur le plateau et même dans l'opinion publique. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas un moyen de pouvoir dire, OK, les coups d'État ne sont plus autorisé en griffe. C'est une manière de vous dire faites attention, on ne veut plus voir de coup d'État. S'il y a un prochain coup d'État dans des pays de la CEDEAO, voici les mesures les mesures restrictives qu'on va mettre en place. Oui, moi, voilà. Je partage cet avis, même si je partage aussi l'avis d'Alain, mais bon, différemment, parce que je pense que la CEDEAO a été dans son rôle, tout comme la junte aussi. Je pense que s'ils n'avaient pas reçu cette pression, cette forme de pression que Edith évoque, je pense qu'ils auraient été beaucoup plus à l'aise pour installer un vrai pouvoir militaire. C'est vrai, il fallait leur faire confiance, mais je pense que la CEDEAO doit aussi inaugurer beaucoup plus, ça c'est un premier jet, mais il doit inaugurer beaucoup plus cette pratique-là qui consiste à dire plus de militaires. Et après, on pourra passer à une autre phase qui concerne les transitions, même les civils qui tripatouillent la loi. Je pense que c'est déjà, pour moi, c'est un beau début. Il y a deux éléments qui m'interpellent et qui sont... Le premier, c'est un élément de décrispation en libérant les personnalités civiles et militaires qui étaient dans l'ancien gouvernement. Mais ça, la CEDEAO même l'a exigé. Oui. Et donc, déjà aussi, les libérer, c'est vraiment une décrispation. Et puis, répondre en mettant en place un gouvernement. C'est vrai qu'il y a des militaires à l'intérieur, c'est vrai qu'il y a des groupes armés à l'intérieur, mais il y a des civils, il y a des technocrates, il y a des femmes. Même 16% de femmes? Oui, moins de 20% de femmes, mais quand même, on a un gouvernement civil et on en parle aussi. Moi, c'est vrai, j'avais une présomption de culpabilité vis-à-vis d'eux, mais là, j'ai fait la démonstration qu'on peut leur faire confiance. Mais ils ont tous les postes stratégiques aussi. Je m'apprête à dire, ils ont manœuvré avec beaucoup de finesse quand même. Oui, au final. Mais pas de militaire civil, on a pris un civil qui était un ancien militaire. Au final, vous l'avez demandé un gouvernement civil, ils vous ont donné un gouvernement civil qui est dirigé par un civil. Donc, un civil qui est un ancien militaire. C'est ça. Mais qui est civil. Et je pense qu'il ne faut pas oublier le fait que pour satisfaire les pays voisins, en tout cas ceux de la CEDEAO, il y a une autre condition, en tout cas primordiale, c'est que la junte et surtout son vice-président doit respecter le fait que si le président est incapable de tenir sa mission, il ne se substituera pas à ce dernier. Et ça, ils l'ont accepté. Vous parlez de manœuvrer. Ils l'ont accepté. Donc on voit bien qu'ils ont compris
qu'il ne fallait pas aller forcément au clash. Et c'est là où, ce que dit Alain, c'est qu'eux aussi ont compris la souffrance du peuple. Parce que pourquoi s'agouter sur un éventuel remplacement du président, alors que bon, le peuple a besoin aussi à un certain moment de faire ces transactions, de circuler, d'aller voir dans les pays voisins où ils ont beaucoup d'intérêts aussi économiques. C'est là que j'aime bien cette expression, l'intérêt supérieur de la nation prime. J'ai même dit l'intérêt supérieur de la région. Parce que là, la situation, Alain disait, la situation géographique du Mali par rapport au Burkina, par rapport au Sénégal, par rapport à la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs pays de la côte, est très stratégique. Et donc la stabilité de la région dépend vraiment de ce qui va se passer au Mali. Et puis, allez-y Alain. Je voulais juste ajouter que la façon dont a été géré le passage de l'annonce du coup d'État à la formation du gouvernement de transition est aussi un cas d'école sans doute pour l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que les choses sont allées relativement vite, on n'a pas traîné, ils sont allés à l'essentiel. Mais au-delà de la formation de ce gouvernement et des résultats qui sont obtenus, la levée des sanctions, c'est aussi sans doute un message pour la CEDEAO qui a peut-être ressenti des frayeurs à l'annonce du coup d'État au Mali. Ouais. Parce qu'avant ce coup d'État, il y a eu, comme on dit, des crispations politiques et la CEDEAO n'a pas été en capacité de les régler par le dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Donc, certes, on envoie un signal aux militaires pour dire on ne veut pas de coup d'État, mais il faut aussi que les régimes civils qui sont installés soient plus prompts à discuter avec leurs oppositions pour éviter que l'aventure militaire ou la page de la prise du pouvoir par l'armée ne s'ouvre. Donc, il y a aussi un travail de prévention à faire qui doit s'opérer à la fois du côté des militaires, des civils et des autres forces agissantes. Alors, on dirait quoi? Bon point pour la CEDEAO, qui a réussi un bon coup. Moi, j'ai dit, bon point pour les Maliens. La CEDEAO... Non, frère, c'est notre organisation commune. Au final, la CEDEAO... Oui, voilà, je son rôle. Mais c'est vrai. Je suis d'accord qu'il faut qu'elle s'implique beaucoup plus dans la prévention. Exactement. Mais pour le coup, la situation au Mali a été plus ou moins très bien gérée. On s'en sort vraiment bien. Voilà, pour le coup. Et ce qu'il faut noter également, c'est que le dernier point qui est attendu aussi par la CEDEAO, c'est la dissolution, parce que le gouvernement a été nommé. On le connaît, on connaît ses membres, donc finalement, le CNSP n'a plus de raison d'être, donc il doit être dissous, comme prévu. Donc je dis encore une fois, bon point pour la CEDEAO, vous êtes d'accord? Oui, moi je pense que bon point, même si... Certains s'inquiétaient du fait que la CEDEAO n'ait plus de poids, la CEDEAO fait plus peur, la CEDEAO n'est plus entendue. Mais là, on peut dire que lorsqu'elle a tapé un tout petit peu du poing sur la table, les choses ont un tout petit peu bougé. Un petit peu quand les sanctions ont quand même eu des conséquences dramatiques pour les populations et pour les familles. Donc, bon point au final, mais on n'oublie pas quand même ce qui a été fait. Dernière question, que devient l'imam Dicko? C'est vrai qu'on n'a plus vraiment de nouvelles. Non, mais l'imam Dicko lui-même a dit que sa mission était terminée. Lui, il en voulait au pouvoir d'IBK, qui le jugeait corrompu, qui le jugeait justement. Traitait de tous les mots. Voilà, qui traitait de tous les mots. Mais une fois qu'IBK est parti, lui, il a considéré que sa place était de retourner à la mosquée. Bon point pour lui aussi? Oui, bon point. Oui, bon point. Parce que certains ont mené la contestation, ils ont mené la bataille. Quand les choses ont bougé, ils se sont dit, ah tiens, je pourrais quand même un tout petit peu me présenter. C'est vrai qu'on y avait pensé. À un moment donné, on a pensé que l'imam Dicko pourrait avoir des prétentions de dirigeant, en tout cas la transition au Mali. Et finalement, il a déjoué nos pronostics. Mais il y a eu des velléités, il me semble. C'est clair. Il y a eu des velléités. Ouais. Et sans doute face à l'opposition, peut-être même de la classe politique et des militaires, il a dû se ranger. Voilà. Et puis il a dû aussi comprendre que ce n'est pas sa place dans la joute politique. Et je pense que c'est pas plus mal, d'autant plus qu'aujourd'hui, de sa position... Oui, on peut le consulter. Ça aurait pu servir de pivot, en fait, et de point de médiation en toutes les parties prenantes, que ce soit les militaires, la junte ou... Aujourd'hui, tout pouvoir qui arrive au Mali va juste se poser la question de se dire, il ne faut pas que je fâche l'imam Dicko, parce que, non, fâcher dans le sens qui a été démontrée, en fait. Si on accentue les inégalités, l'injustice, on commence à l'enrichissement comme ça, et puis comme on a pu le faire... on va dire, les proches à un moment d'IBK, et ça peut susciter la colère du peuple. Et à ce moment-là, l'imam Dicko, je pense qu'il va se sentir légitime pour revenir sur... on verra d'ici la fin de la transition. Ouais. Dans 18 mois, est-ce qu'il sera sur la liste, sur le point de départ pour la présidentielle? Pour la présidentielle, on verra bien. Bon, on verra. Il y a cette possibilité. Ben oui. Rendez-vous dans 18 mois. Dans 18 mois, comme vous le dites. Merci, messieurs et madame, pour ce point. En tout cas, c'est tout pour l'actualité du jour, ce point sur le Mali. Sans plus tarder, on va passer au décryptage, si vous le voulez bien.
Concernant notre décryptage, messieurs, on entame le point décryptage, j'y arrive un tout petit peu, par la libération des personnalités civiles et militaires arrêtées lors du putsch, on en parlait tout à l'heure, mais également d'autres points qu'on va aborder avec vous, Israël Guébo. Alors, le premier point, c'est vraiment les proches de Guillaume Soro et lui-même qui sont poursuivis par le procureur Adou, qui, entre parenthèses, a fait sa réapparition sur la scène. Donc, dans ce que je comprends, les enquêtes ont été menées, l'instruction, et donc on peut officiellement dire qu'ils sont poursuivis pour telle ou telle chose. Donc, certains ont été poursuivis pour des crimes, d'autres pour des fausses informations divulguées, et puis je crois que certains ont bénéficié d'un non-lieu. Israël a planté un peu le décor, Brice. Absolument. De mon point de vue, c'est une bonne chose qu'on sache aujourd'hui de quoi ils sont accusés. Ce qu'on reproche voilà, à Guillaume Soro et ces 27 personnes. Là, on passe sur la tentative ou, si tu veux, le putsch, la préparation d'un putsch manqué. Exactement, 19 proches accusés de faits qualifiés de crimes, 8 poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles. C'est ça. Après ils ne sont pas tous logés à la même enseigne, mais l'idée d'une déstabilisation, d'une forme de conspiration de l'intérieur est vraiment, on va dire, la raison principale de leur mise en accusation. Maintenant, en fonction de différents groupes, chacun a plus ou moins on va dire des chefs d'accusation qui pèsent sur sa tête. Donc là, maintenant, ce que nous dit le procureur, c'est qu'on va passer à une phase d'instruction un peu comme le prévoit le système judiciaire ivoirien. Le procureur l'a fait, il envoie maintenant au niveau du procureur général de la cour d'appel, et puis on va rentrer dans une autre phase. Et on espère que là, à ce moment-là, les avocats de Soro, et en tout cas la justice va faire son travail pour vraiment éclairer l'ensemble de l'opinion sur ce cas-là, parce qu'il faut que les juges aient accès aux différents... ils ont parlé d'enregistrement, etc. Donc, une fois que le procureur lui a monté son dossier, ça devrait maintenant être à la justice de prendre le relais. Alors moi, je m'interrogeais un peu sur l'opportunité le timing, parce que nous sommes déjà dans une période particulièrement intense, dense et stressante. Est-ce que c'était vraiment le moment pour annoncer la suite des investigations menées par la justice? Moi, je repose la question différemment. Qu'est-ce qui a peut-être déclenché le processus? C'est ça. Bon, je vais juste terminer en disant que l'objectif est sans doute d'accentuer la pression sur le camp Soro. Je ne dis pas que la justice serait instrumentalisée par le politique, mais je veux dire tout cela s'ajoute aussi à un certain nombre d'initiatives judiciaires déjà qui touchent le camp Soro. Mais en ce qui concerne le pays, nous sommes à 3 semaines d'une élection présidentielle et j'ai trouvé le timing un peu Mais est-ce que finalement la justice ne suit pas son cours? C'est vrai qu'on se rapproche d'une élection présidentielle. Le procureur de la République, en décembre, donc, avait déjà annoncé l'existence de cet enregistrement. L'instruction est en train de suivre son cours finalement. Est-ce que le process n'est pas juste suivi comme de façon normale? 10 mois plus tard. 10 mois plus tard, je veux dire, on aurait pu le faire avant, d'autant plus que certains proches de Guillaume Soro ont été libérés il y a quelques semaines et d'autres sont gardés. Les plus proches, je pense à Alain Lebognon, je pense aux frères de Guillaume Soro, je pense à son protocole Soul to Soul. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. Pourquoi est-ce qu'on ne libère pas? De toute façon, ceux qui ont été libérés sont encore sous observation judiciaire. Pourquoi on ne fait pas pour tout le monde? Pourquoi certains restent encore en prison et d'autres sont libérés? Non, moi sur ça, je veux partager l'avis d'Edith là-dessus. Finalement, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Moi ici, je pense que j'ai voulu qu'on libère ceux qui étaient emprisonnés parce que je trouvais que la justice était trop lente. Là-dessus, on est d'accord. Oui, donc si maintenant la justice décide d'accélérer son calendrier, on parlait de faire confiance aux militaires. Bon, enfin, là, on va essayer de faire confiance à la justice.
Parce que Maintenant, la je justice dit... veux dire, André, est-ce qu'ils sont, je ne sais pas, vous me direz, est-ce qu'ils ne sont pas peut-être logés à une meilleure enseigne, entre guillemets, maintenant que les choses, qu'on sait ce qu'on leur reproche, qu'ils auront la possibilité de se défendre, que les gens auront accès à des dossiers, plutôt que dans ce silence-là, dans lequel ils étaient, on ne savait pas trop ce qu'on leur reprochait, à quel moment ils allaient être jugés. Mais c'est Oui, pour mais Brice, ça qu'on finalement, depuis que la justice suit son cours. Oui, je veux dire, c'est pas plus mal, finalement. Oui, voilà, il y a des dossiers qui sont instruits concernant, par exemple, c'est vrai que c'est hors contexte, concernant des divorces ou d'autres procès qui prennent encore plus de temps. Donc la justice suit son cours. N'oublions pas que nous avons vécu une période de pandémie depuis mars. Il y avait pas de vacances judiciaires. Voilà, il faut noter également peut-être les vacances judiciaires et tout ça, donc forcément... Non, mais ça va pas... Sur ce dossier, je rappelle un peu le dossier Soro et voilà, et amis et partisans, il y en a quand même qui sont en détention. Il me semble, est-ce qu'il y a eu des procès déjà? Non. Il y a eu un procès. Voilà. Donc, Soro a eu un premier procès par rapport au détournement de fonds. La détention provisoire reste parfois, je veux dire, la règle, mais enfin exceptionnelle, mais ne doit pas être la règle. C'est ça. Depuis plusieurs mois, il y a des prisonniers qui sont détenus. Et il serait peut-être, moi, l'urgence eût été de peut-être organiser un procès avant de venir nous annoncer la suite de l'instruction. Donc, je crois que c'est le timing, en fait, qui me pose... Non, moi, je ne vous comprends pas, là. Parce que je veux dire, il y avait une détention qu'on a trouvée peut-être trop longue. Oui, une détention préventive, ensuite, longue. Oui, mais c'est ça, mais elle va être exceptionnelle. Bon, on est d'accord, on a tous discuté ici. Donc, mais ce que moi, je ne vous comprends pas, c'est d'organiser un procès. Les choses s'accélèrent. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un procès, vous trouvez que finalement, le calendrier vous paraît bizarre. Je peux comprendre que... Peut-être qu'on ne s'entend pas sur le mot accélération, parce que qu'on arrive 10 mois plus tard, voilà. Dans une affaire, là où quelqu'un a été jugé très rapidement pour des affaires de détournement, je me dis donc la justice peut décider d'aller plus vite. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Ce que moi je reproche particulièrement, c'est vraiment tout ce temps mis là et garder le. C'est-à-dire qu'il y a une forme de double standard qui pose interrogation. Mais là, on l'a tous dénoncé parce que si on revient, il n'y a pas de suspicion contre l'appareil judiciaire. Simplement, on veut comprendre pourquoi, quand il s'agit d'un dossier A, la justice va plus vite. Et puis, dans un autre cas, certes, il y a des soucis d'investigation. Pourquoi va-t-elle aussi lentement? C'est cela. Après, tout dépend des éléments qui sont en possession du dossier. Le dossier, en tout cas, le contenu du dossier d'instruction. Est-ce c'est suffisant pour pouvoir accélérer le processus? C'est des données qu'on n'a pas forcément. Vous savez, quand la justice veut obtenir des informations, elle va toujours vite. Non, moi, je reste sur le fait que je n'arrive pas à vous comprendre. Je ne sais pas si Brice comprend mon point, parce que moi, ils me disent que, surtout Alain qui introduit, qui nous dit, c'est bizarre ce timing. Aussi, Israël nous dit, bon, voilà, ça arrive là. Mais on a tous fait le reproche ici que, diantre, pourquoi on ne les juge pas ou on ne les libère pas? Sauf que maintenant, ils ont libéré une partie et on nous dit, on va les juger et donc le dossier est transmis à une autre juridiction pour que les choses avancent. Pour combien de temps? Et on trouve le moyen de se plaindre. Voyons les amis. Non, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. On fait des observations. Et on dit juste que... Vous dites que ça devrait arriver plus rapidement. Alors, maintenant, cette procédure-là, il faut qu'elle aille beaucoup plus vite. Il faut qu'elle aille plus vite avant la campagne. Mais on se rejoint. Je pense que tu seras entendu. Ouais, on se rejoint. Avant l'ouverture de la campagne. Un petit point sur la forme. J'ai vu la liste des personnes qui étaient mises en cause. Et en ce qui concerne Touré Moussa, il est indiqué profession inconnue. Il me semble qu'il est journaliste. Voilà. Alors, je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'était un petit coup artistique du procureur ou alors... Voilà, je ne comprends pas. On sait que c'est un journaliste émérite, connu, quand même depuis plus de 20 ans. Bon, voilà. J'ai aussi vu un se disant paysan, mais c'est une formule maintenant consacrée depuis que le Conseil constitutionnel a utilisé cette expression. Mais bon, voilà. Non, ça m'a un peu fait sourire, mais bon, Touré Moussa, est-ce le même que je connais? Voilà. Bon, je pense que tout le monde a intérêt que ça aille plus vite. Oui, bien sûr. Et puis surtout pour la paix, c'est-à-dire que les faits qui sont quand même reprochés sont suffisamment graves. Et les procès, quand ils se tiennent, nonobstant le fait qu'on peut avoir des suspicions sur la légalité ou la légitimité de telle ou telle procédure judiciaire, ces procès doivent avoir une vocation pédagogique. C'est ça. Voilà, qu'on sache exactement si les faits qui leur sont reprochés sont avérés et qu'on en finisse. C'est clair. On l'a dit ici, notre système judiciaire n'est pas suffisamment alerte. Et on le voit avec le cas de quand même des personnalités, on a des députés, on a des gens qui ont été ministres. On ne peut pas prendre autant de temps pour instruire une affaire. Ça, on est d'accord là-dessus. Et il faut aller
très rapidement, la justice doit se donner les la moyens. Constitution prévoit une cour de justice pour les Mais voilà, ministres, on doit se donner les moyens d'y aller donc, et de normalement, ça juger devrait aller vite. et surtout d'éclairer l'opinion. Parce que faire peser sur des compatriotes à nous des soupçons comme ça, il faut que quand même à un certain moment, l'opinion publique soit informée que la justice fait son travail et qu'il n'y a aucun soupçon et qu'il y a une vraie volonté d'éclairer l'ensemble de l'opinion Je nationale. viens de traduire ce qu'on dit en fait. Il a trouvé un moyen. Mais il a toujours été d'accord avec nous, mais bon. C'est la manière de le rendre. Voilà. La suite de notre décryptage en compagnie de nos experts, Alain Toussaint, Israël Guébo, Edith Broubleu et André Bois. Messieurs, on va aborder à présent le point de ce meeting au Félicie annoncé pour le samedi. Un meeting que certains considèrent comme un défi, le défi de la mobilisation de l'opposition ivoirienne. Vous partagez ce point de vue ? Je pense qu'on va constater en tout cas l'effectivité de la mobilisation, comme tu l'as dit, des différentes parties de l'opposition. Est-ce qu'effectivement, ils vont rassembler du monde? Est-ce qu'effectivement, ils sont entendus depuis le début? Est-ce que leur coalition, finalement, aura un impact positif sur cette mobilisation? C'est le défi, en tout cas, pour le samedi 10 octobre. Au-delà du défi de la mobilisation, qui est vraiment le cœur du challenge, moi, j'en trouve deux autres. Celui de se faire entendre. Se faire entendre sur le report de la présidentielle, sur le retrait de la candidature de M. Ouattara, sur la dissolution du Conseil constitutionnel, sur la dissolution de la CEI, ainsi de suite, sur le retour des exilés, sur les points. Mais aussi de montrer et de démontrer l'unité de l'opposition, donc la fédération de tous les partis, de faire fi de leur propre intérêt au profit de ce bloc-là, et puis finalement peut-être de parler d'une seule voix et de demander à Kakabe de les rejoindre. Pour vous avoir suivi depuis un bon bout de temps sur cette question-là, une expression revient, parler d'une seule et même voix. Vous avez toujours des doutes aujourd'hui que cette opposition parle d'une seule et même voix? Jusqu'à hier, j'avais encore des doutes, mais lors du face à la Côte d'Ivoire avec Amontano Marseille, il a dit qu'il est de l'opposition. Donc il y avait des voix, et j'avais des voix qui n'étaient pas forcément concordantes sur le mode opératoire de la désobéissance civile, ou est-ce qu'il fallait aller ou non à l'élection. Maintenant, ils ont ce défi de parler d'une seule voix. Donc je pense qu'à ce meeting-là, ils iront tous dans la même direction. Alain Toussaint pensait que le modus operandi est le nœud gordien? Oui, je pense que le point essentiel était de savoir si l'opposition était en capacité de se désigner un leader, ou en tout cas une ou deux figures qui sont à même de symboliser cette unité retrouvée. Donc la manifestation unitaire de samedi est un test important. Voilà, au-delà des messages qu'ils vont envoyer, est-ce que l'opposition est désormais capable d'être sur la même ligne? Dans la forme, et les images défilent derrière vous, Brice, on a vu par exemple, ne serait-ce qu'au niveau des visuels de ce rendez-vous, une pléthore de visuels où chaque camp a tenu à mettre en avant son leader et les autres étant réduits. Bon, c'est la communication. Donc je me dis, même déjà au niveau des affiches et des outils de communication, il n'y a pas d'unité. J'espère seulement que c'est peut-être le zèle et l'enthousiasme qui créent cette forme de confusion. Espérons ou attendons de voir ce qui va se passer samedi. La question que je me pose, j'avais parlé de charisme également des différents leaders et de cette mobilisation. On a vu sur une des affiches l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ancien président Henri Konan Bédié côte à côte. On voit sur une autre affiche Gbagbo est en second plan. En second plan, et le président Bédié qui est en griffe désormais le leader de cette opposition apparaître au premier plan. Finalement, on se pose des questions. Il faut noter également qu'il y a un petit rififi entre Soro Guillaume, en tout cas son équipe, les pro-Soro, et le camp Blé Goudé, concernant ses propos récemment. Donc, il y a déjà des couacs. C'est un peu ce que je disais depuis. Et puis aujourd'hui, Alain parlait de visage, de proue de l'opposition. Il n'y en a pas un, il y en a une dizaine, parce que chacun tire la couverture vers lui. Moi, je pensais qu'au départ, le président Henri Konan Bédié serait le chef de file de cette opposition, mais très vite, les plus jeunes se sont dit, écoute, nous aussi, nous sommes dans l'arène, il faut qu'on s'affirme, il faut qu'on s'affiche. Donc, c'est une question d'agenda, parce que beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui en train de contester s'inscrivent déjà dans l'après-résistance face au gouvernement Ouattara. Oui, mais là, c'est-à-dire, juste d'un mot, André,
admettons que cette contestation débouche sur des négociations, un dialogue direct avec le gouvernement, ce qui signifie peut-être la mise en place d'un nouveau cabinet ministériel, etc. Il faudra bien que ceux qui ont été les plus actifs puissent participer. Donc, on est à la fois dans le présent, mais aussi on se projette dans le futur. C'est-à-dire, l'après 31 octobre, qu'est-ce qui va se passer? Et je pense que beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui en train de faire des déclarations ont aussi à l'esprit d'être présents au-delà du 31 octobre. Ça, on est d'accord. Donc, j'allais même juste prendre le relais de ce que Alain disait, contrairement à moi, mon point avec Israël. Je pense que c'est tout à fait normal. Parce que chaque chapelle politique espère juste qu'on lui donnera l'occasion de se présenter devant le peuple. Je dis qu'il ne milite pas là pour Henri Konan Bédié. Enfin, moi, je ne vois même pas pourquoi on pose ça, pourquoi Israël pose le problème en ces termes. Il milite pour avoir une plateforme nationale face à laquelle ils vont pouvoir être candidats chacun. Oui, mais il faut au moins une convergence aussi. Oui, mais c'est pas à nous. C'est pas à nous. Moi, ce que je comprends pas, c'est pas à nous de penser, de dire, ah, je souhaiterais, j'espère. C'est ce qu'il nous montre. Non, mais je viens. J'espère que l'opposition va être unie. Non, moi, je trouve que l'opposition affiche aujourd'hui un visage qui est la traduction des différents courants qui l'animent. On a une opposition avec un parti, le PDCI, avec le FPI, avec Afin-Guessan, et ça l'anime. Si nous sommes dans un deuxième tour, je pense que là, évidemment, on serait vraiment désolé de se dire qu'ils vont à un deuxième tour et pour autant, ils ne soutiennent pas un candidat unique. Je pense que tu devrais quand même aussi nuancer dans ce que tu dis, parce qu'on a encore Kakabe qui n'est pas au pouvoir, qui est dans l'opposition, qui n'a pas rejoint toute la coalition. Donc, ce que je suis en train de dire, et c'est ce que je dis depuis trois jeudis, il faut qu'à un moment donné, l'opposition parle d'une même voix, le même message et envoie le même signal. Et c'est l'occasion, ce samedi, de montrer que finalement, tout ce qu'on est en train de dire ici, tout ce que je suis en train de dire... On espère que ce ne sera pas, pour reprendre le propos de M. Guikawe, une unité effervescente. Au-delà des effusions de samedi, les retrouvailles seront sincères et durables. Mais tout cela aussi pour le bien... Et qui finalement n'affiche aucun visage unitaire. Et c'est parfois difficile pour ceux qui sont au pouvoir d'avoir des interlocuteurs sérieux et crédibles. Quelqu'un disait, bon, allez, vous faites un concert avec une tête d'affiche. Les gens première partie. Et les autres sont peut-être en première partie. Ou bien vous dites, bon, allez, c'est bon, on va faire un giga concert avec plusieurs artistes, plusieurs têtes d'affiche. Ça ramène plus de monde. Mais tu sais qu'il y en a qui ont choisi d'afficher personne, de mettre plutôt un point en l'air, de montrer le peuple. Mais ça, c'est leader. Oui. Donc, leader. Mais voilà. Je trouve qu'ils ont raison. Je suis entièrement d'accord. Oui, mais ça traduit ce que nous disons. Oui, mais non seulement ça traduit ce que vous dites, mais je pense que... Mais pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi alors? Non, je vais plus loin. Je dis non seulement ça traduit ce que vous dites, mais ça ne traduit pas le fait que l'opposition n'est pas mobilisée. Non, on n'a jamais dit qu'elle n'est pas mobilisée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le sens de la question, c'était ça. Parce qu'une fois qu'on a dit l'opposition mobilisée et qu'on a sorti des arguments que vous avez sortis, le sentiment que j'ai, c'est que vous dites non. On peut être mobilisé et n'est pas unis. Est-ce que l'opposition n'est pas mobilisée que pour une cause ou pour cette cause-là? Et après, mais c'est ce que nous disions tout à l'heure, que l'après-manifestation et ensuite l'après 31 octobre, il y a des séquences politiques qui vont s'ouvrir. Et là, on verra les attitudes des uns et des autres. Et là, tu as parlé de toute l'opposition dit, on a peut-être, la plupart des membres de l'opposition, on a un ennemi commun. C'est ça. Donc, on espère le voir dégager. Et puis après, on redistribue les cartes. Et là, c'est une autre bataille aussi. Et là, Alain, tu as mis le point sur quelque chose, l'après-manifestation. Donc, c'est également un point qu'il faudra prendre en compte parce que juste après le meeting au stade Félix-Houphouët, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette fameuse désobéissance civile va finalement connaître une première étape décisive avec peut-être un boycott, des actes, on n'espère surtout pas, mais des actes de violence? Qu'est-ce qui va se passer juste après? Donc, c'est des questions également à se poser. Non, on pense déjà qu'on avait eu des précisions de la part de M. Nyamien Yao. Quelques brins de précision, et une fois de plus, c'est peut-être l'occasion pour eux, finalement, ce samedi, de dire, OK, voilà ce qu'on met dans la désobéissance civile. Nous avons déjà commencé à quitter... Encore un point de désaccord. La CEI, ainsi de suite. Donc, voilà. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que pourquoi on a peur de dire aujourd'hui que la désobéissance civile, ça n'a pas fonctionné? Mais c'est une réalité, les gars, les faits sont là. Franchement, excusez-moi, qu'on me dise qu'on lance un mouvement le 20 septembre, je ne sais plus exactement la date, et qu'on attend encore plusieurs semaines après de nous en donner la contenance ou ce qu'il y a à l'intérieur. Mais nous sommes des analystes. Excusez-moi, le mouvement,
pour le moment, c'est dommage pour l'opposition parce que je pense que ça aurait pu être un signe que la démocratie est vivante. Mais ça n'a pas marché, c'est une réalité. Mais qui a dit le contraire? Non, encore, non, le contraire là, le contraire c'est qu'on continue encore de me dire, ce sera l'occasion de nous dire ce qu'il y a dans la démocratie. Oui, parce qu'ils disent, attention, dans les prochains jours, on a besoin d'organiser ce mouvement. Voilà, je pense même que la déclaration du président Bédié qui annonce la désobéissance civile a surpris sans doute ses partenaires. Voilà, parce qu'en politique, les mots ont un sens. Oui. Et en parlant des désobéissances civiles, je pense que ses alliés ont dû être surpris parce qu'ils n'avaient pas encore eux-mêmes défini ce que renfermait cette terminologie. Donc, M. André Bois. Donc, il n'est jamais tard. Donc, samedi, on saura les mots dont on va penser. Ce que certains analystes pensent, c'est que peut-être que les leaders de l'opposition sont en train de se concerter pour sortir... Je l'espère aussi. Mais André est impatient. Je l'espère aussi. En tout cas, des choses seront forcément dites pendant ce giga meeting au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, il faut ça pourrait être dit, elles seront dites, parce que imaginons le nombre de personnes... Parce que tout le monde voudra... Non, ils vont prendre la parole. Par exemple, hier, Amantano Marcelin disait qu'il sera présent, il prendra la parole. Et c'est une nouveauté, parce qu'on ne l'a jamais vu manifester. Lui-même, il avait dit, il dit qu'il n'a jamais marché, il a jamais fait de manif. Et c'est nouveau, cela, de le voir comme ça. Donc tout le monde parlera, il y aura peut-être une dizaine de prises de parole. Et la communauté internationale également aura le regard, en tout cas posé sur la Côte d'Ivoire ce samedi. Je pense qu'il y a également un meeting aussi... Non, c'est annulé. C'est annulé. Là, pour le coup, c'était l'autre scandale. Exactement. C'est vrai que, bon, ailleurs, on a vu souvent des contre-manifestations, mais dans notre contexte, ceux qui ont annoncé ça ont bien fait parce que c'était complètement irresponsable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans un moment de tension comme ça, où il y a une opposition qui veut organiser un mouvement, se lever et dire on organise nous aussi une manifestation ailleurs. Imaginez que des militants se croisent, enfin, ce que ça peut donner. C'était complètement irresponsable. C'est bien que ça ait été annulé. Bon, il y a aussi le conseil de Désiro. Ah, mais bien sûr, peut-être qu'il le dit pour rire. Non, mais Alain, quelqu'un nous a dit, c'est à travers le Zouglou, c'est à travers le Zouglou, n'est-ce pas, qu'on conscientise le peuple. Ça, c'est une arme politique, le Zouglou. Donc c'est bien qu'il y ait un concert. Il y aura du Zouglou à Abidjan, il y aura du Zouglou à Yamoussoukro. À Yamoussoukro aussi. Il y aura 4000 personnes qui vont peut-être au Palais de la Culture. D'où viendront-ils? Sortiront-ils du meeting pour aller au concert de Yodessiro? Je pense que beaucoup de ceux qui seront au stade iront après au concert de Yodessiro. Voilà, c'est un groupe qui a quand même un parcours de plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et je pense qu'ils ne s'inscrivent pas dans un camp politique en particulier, puisqu'ils ont toujours chanté et envoyé des messages qui conscientisent la population. Et c'est peut-être le hasard du calendrier. Si le même jour, ils font un concert... Et puis il y a voilà. Et comme le hasard de calendrier a voulu aussi qu'il y ait une manifestation à Yamoussoukro. Je pense que c'est 20 ceux qui ont commencé à parler de pourquoi il y a un concert à Abidjan et on en fait un... Excusez-moi, on est dans un pays libre. Celui qui a envie d'organiser son giga meeting à Bobo, il le fait. Voilà, on n'est pas obligé parce que... on aime Yodé et Siro d'interdire quelqu'un d'autre de faire son événement. Il faut pas je pense que ce jour-là, l'opposition a tout à jouer finalement parce que les partisans du parti au pouvoir et les membres du parti au pouvoir attendent de voir les résultats, en tout cas de cette mobilisation, les chiffres. Est-ce que le stade sera effectivement rempli? La bataille des chiffres. La bataille des chiffres, et je pense particulièrement M. Adjoumani, c'est exactement qui a fait une déclaration que j'ai trouvé vraiment pas à propos, parce que je veux dire, la politique, c'est pas la guerre, c'est pas le bras de force. Voilà, c'est ça. Non, mais bon, j'ai vu son message, je me suis dit non, on a le droit d'organiser ces rassemblements et on n'est pas obligé toujours de prendre la parole pour dire ce qu'on en pense, quoi. Surtout quand on est ministre, membre du gouvernement. On est certainement occupé à beaucoup de choses. Vous voyez. On aussi porte-parole. Oui, mais bon, malheureusement, on n'a pas vu une déclaration. Non, il disait... Alain parle de... J'ai écouté les 2 premières minutes, après j'ai arrêté parce que j'ai trouvé ça pas forcément à propos. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Alors ce qu'il disait, il disait que certains espéraient que cette marche soit reportée. Donc non, on va laisser l'opposition y aller pour montrer que justement ils ne sont pas les plus nombreux. Voilà, c'est ça. Ils ne sont pas les plus nombreux. Non, des propos toujours polémiques. Après, il y avait d'autres propos derrière que je ne devais pas répéter. Bon, si on s'en tient à ça, Alain, ça reste quand même des propos de politiciens. C'est la beauté du jeu politique. Admettons. Oui, parce que moi, à partir du moment où on ne dit pas que nos militants sortent aussi, voilà la rencontre des militants. Voilà, moi, c'est ce que je vois, pourquoi je dis je voulais entendre ça, mais
Après, on dit, ben, vous verrez, ils ne sont pas les plus nombreux dans le pays, ils vont faire ça va pas marcher. C'est de bonne guerre, c'est de la provocation. On a vu également Joe Biden, non, c'est tout Trump. Ces différentes provocations, je pense qu'on est à la bonne école. Ce qui est certain, c'est que Gikawe a annoncé que donc, eux, ils vont occuper et la pelouse et les gradins, et les gens prendront la parole depuis la tribune officielle. Contrairement et il a dit, tout ça, quand même, il y a des missions. Il y a des missions d'observation, il y a des missions préventives, en l'occurrence celle de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'ONU, qui appelle les parties au dialogue. Oui, mais avant, parce qu'on a évoqué 2 fois Gikawe et puis on a parlé d'Adjoumani. Moi, franchement, Gikawe, excusez-moi, il n'est pas mieux qu'Adjoumani. Moi, en tout cas, ce sont les mêmes, quoi, parce que ses propos aussi ne me semblent pas être des propos extrêmement rassembleurs. Alors, sur la CEDEAO, franchement, on l'a dit, bravo au Mali, mais quand même en Côte d'Ivoire, je pense que, je vais dire, peut mieux faire. Bien sûr. C'est pas que la CEDEAO. La CEDEAO, l'Union africaine. Mission conjointe. Oui, mission conjointe. Et l'ONU. Oui, l'ONU. On va dire peut mieux faire. Parce que, mine de rien, même si on n'obtient pas grand-chose, je pense que l'image d'un parti au pouvoir qui veut organiser des élections, assis autour d'une table avec une opposition qui veut exprimer ses revendications, moi, c'est ça qui me dérange. Après, qu'ils soient en désaccord, je pense que c'est le jeu politique. On va être toujours en désaccord. Mais ne même pas réussir nous envoyer une mission de haut niveau, enfin, permettez l'expression, c'est une mission de haut niveau, ONU, CEDEAO, UA, et ils ne peuvent même pas s'asseoir autour d'une table. Mais je vais aller plus loin. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait d'anticipation et de tout faire pour ne pas qu'on arrive à des situations compliquées. C'est ça, c'est là où on les attend. Et même quand vous regardez le communiqué, il dit une chose et il dit une autre. J'ai l'impression qu'ils ont voulu contenter toutes les parties. Exactement. Et quand cette mission annonce qu'elle va envoyer des observateurs le 31 octobre, elle en dit octobre, donc elle se met d'un camp. Et après, elle appelle toutes les parties à privilégier le dialogue, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un jeu pour contenter tout le monde, mais il faut, et André, je suis d'accord avec toi, elle aurait dû faire en sorte que les partis, les acteurs politiques puissent s'asseoir et faire ce rôle, de médiateur, de médiation-là. Parce que je suis totalement d'accord avec toi. Ils ont parlé dans leur communiqué de vives préoccupations quant à l'absence de confiance entre les acteurs politiques ivoiriens. Je pense que cette mission même aurait dû perdurer jusqu'à ce qu'on arrive à la table des négociations entre les deux partis, le parti au pouvoir et les partis d'opposition, finalement qui n'apportent rien dans le schmilblick, excusez-moi du terme. Qu'est-ce que les Ivoiriens retiennent finalement ? Permettez que quelqu'un imagine ce qu'aurait pu dire la CEDEAO, l'ONU, en tout cas les membres de cette mission conjointe. Pensez-vous que nous n'avons pas essayé de réunir ces partis-là, mais peut-être que pouvons-nous, face à des gens qui n'ont pas envie de se parler? Donc finalement, quelle est votre utilité? Non, on lit dans le commentaire, parce que je pense que ce communiqué final-là, il sanctionne tout leur parcours. Vous pensez qu'ils n'ont pas essayé de dire aux uns et aux autres, on peut discuter ensemble? On ne les a pas entendus dire ça. Moi, je pense qu'on a un début de réponse dans une déclaration de l'invité de Face à la Côte d'Ivoire d'hier. Il disait qu'il fallait contraindre le président Ouattara à discuter, à dialoguer avec son opposition, ce qui signifie clairement que le chef de l'État n'a sans doute pas encore accepté le principe d'une rencontre avec les dirigeants de l'opposition. Je ne pense pas que l'ONU ait refusé d'aborder cette question-là. Et sans doute que les opposants, lors des rencontres respectives, ont fait part de cette volonté de rencontrer le gouvernement. Alors, ce que je voulais dire pour conclure sur ce propos, c'est que le dialogue doit être à l'initiative des acteurs ivoiriens eux-mêmes. Voilà, on ne peut pas toujours s'en remettre à l'extérieur. On l'a déjà dit ici à plusieurs reprises dans chacune de nos émissions où nous manifestons le souhait que nos responsables politiques acceptent de s'asseoir autour d'une même table pour discuter. On peut envoyer 1000 missions de l'ONU, on peut envoyer des dirigeants étrangers venir faire les médiateurs, mais aussi longtemps que les acteurs ivoiriens eux-mêmes n'éprouveront pas le besoin de se considérer accepter de dialoguer, nous resterons toujours dans l'impasse. D'autant plus que dans des situations beaucoup plus graves, dans les années antérieures, on a pu discuter, on a pu s'asseoir, on a pu échanger, on a pu dialoguer. Donc pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas maintenant? Moi, je pense qu'il faut le faire parce que le point 12 du communiqué qui demande qu'on sécurise le processus électoral en vue d'organiser les... Il semble qu'elle mettrait tout en œuvre pour empêcher la tenue des élections. Ce qui signifie clairement qu'il y a des phases de violence qui vont se produire dans le pays, puisque le gouvernement voudra d'un côté organiser ces élections et l'opposition de l'autre fera en sorte qu'elles n'aient pas lieu. Donc il faut peut-être trouver le moyen
de créer la rencontre entre les différentes parties. On est d'accord là-dessus. Peut-être pas les phases de vigilance, parce que bon, de ce que j'ai entendu de l'opposition, donc ils prendront tous les moyens légaux pour contraindre le président. Ça va être quoi ces moyens légaux? Et c'est la question qu'on a posée hier à Antoine Massal. C'est quoi les moyens légaux? Quand il n'y a pas de dialogue, vous pourrez contraindre. Comment on fait? Parce que quand les membres de la CEI arrivent avec leur les urnes, le moyen légal, c'est quoi? Non, il n'y aura pas d'élection. Excusez-moi. Et puis après, je crois qu'on joue sur certains mots, parce que j'ai vu certains analystes dire il n'y aura pas d'élection. Est-ce qu'ils pourraient dire si on ne participe pas à ces élections, c'est une parodie d'élection, ce n'est pas une élection? Non, là maintenant, je voudrais attirer l'attention de mes amis aussi sur une chose. C'est que quand même, laissons Kakabe s'ouvrir, mais il y a 2 candidats de l'opposition, Afi et Bédié. Pourquoi on ne se pose pas la question finalement, pourquoi ils ne se réunissent pas pour aller aux élections avec un des candidats ou voilà. Les deux. Ou les deux, enfin je ne sais pas. Pourquoi cette question-là n'est pas posée finalement? Ils ont posé des préalables qu'ils estiment non négociables jusqu'à ce que le gouvernement trouve une satisfaction. Non, parce que là, de composer la CEI, de dissoudre le Conseil constitutionnel, je cite comme ça de mémoire, ensuite de faire l'audit de la liste électorale, le retour de Gbagbo, Blé Goudé, des exilés politiques, libération des prisonniers politiques, etc. Bon, je ne pense pas que ce soit en une semaine ou deux qu'on apportera des solutions. Donc il faut déjà commencer par dialoguer, ensuite passer à une autre étape, je pense. Pourquoi je vous soulève ça? Parce qu'on se pose la question sur le point 12 de la CEDEAO, c'est que quand même la CEDEAO peut considérer, bien la communauté internationale peut considérer que l'opposition a des candidats qui sont quand même sur la liste, sur la piste de départ. Donc, quelque part, ça légitime le fait que l'élection devrait avoir lieu. Donc, je pense qu'il y a aussi un problème de cohérence de la part de l'opposition. Soit on décide de se retirer complètement, on prend la décision, ou si on ne le fait pas, ben évidemment, ça va laisser penser à certains observateurs que, bon, finalement, l'élection peut se tenir puisqu'ils sont encore candidats. C'est une question en même temps que je me pose et que je vous pose. J'ai écouté l'interview de M. Afinguessan ce matin sur une chaîne étrangère et la question qui lui a été posée, est-ce que vous retirez de l'élection? Il a dit non, qu'il ira aux élections, mais à des élections libres, et crédibles et transparentes. Donc, on est vraiment dans ce que tu dis, oui, je suis candidat, j'assume mon... Tout un tas de manifestations, ça sera une année, il y a de l'affichage, exceptionnelle. Voilà. Donc, admettons que c'est une année exceptionnelle, on verra bien. Bon, je finis sur une question. Des nouvelles des cartes d'électeurs, des cartes d'identité? Alors sur ça, la CEI dit avoir son calendrier. D'accord. Et donc ils l'ont donné, je ne sais pas exactement. Ils avaient dit le 10 pour annoncer la liste électorale et le 15 pour les cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs. Voilà. En tout cas, je n'ai pas encore reçu ma carte d'identité. Parce qu'on a dit ici, moi non plus. On l'a dit ici, Alain, il faut faire confiance aux militaires. Voilà pourquoi. Ils ne sont pas encore le 10. Jusqu'à la prochaine élection. Après, il faudra qu'elle disparaisse. C'est sa proposition pour une constitution. Il faut faire confiance à l'État. Ouais. On l'avait annoncé, il s'était en tout cas annoncé à Miss Côte d'Ivoire, sur ce plateau. Il y était ou pas. On n'a pas vu notre porte-parole à cette élection. Où se trouve le porte-parole du porte-parole des affaires ministérielles? Grande question. À l'heure où je vous parle, sur ce plateau, pas de nouvelles de M. Mike Danon, pas de nouvelles du porte-parole des affaires ministérielles. Et je pense que nous pouvons donc, avec la permission de la réalisation, mettre fin à ce point de stress parce qu'il n'y a point de... les amis, il n'y a point de point. Voilà. Il n'y a point de point. Attends. Non. Non, mais, monsieur le porte-parole, c'est pas sérieux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables et distingués invités, en vos rangs et grades respectifs, ministres, diplomates, directeurs généraux,
scientifiques et politiques, VIP et leurs opéros, à tous les fan clubs, à toutes les personnes dans la salle animées de bonne volonté et à tous ceux qui sont venus casser balle, bonsoir. Monsieur le porte-parole, pourquoi vous êtes vêtu comme ça? La semaine dernière, j'ai annoncé ma candidature à Miss Côte d'Ivoire car elle avait été validée par la CEI. Mais malheureusement, je n'ai pas pu y être parce que les stylistes, jaloux de mon succès, ont perdu ma collante, mené des talons pour moi, pointure 46. Voilà. Frustré et vexé de voir Marilyn Kouadio porter la couronne qui m'était destinée, j'ai porté un recours auprès du Conseil constitutionnel avec le soutien de toutes les autres candidates. Grâce à la médiation de maman Dominique Ouattara, absente du concours, mais qui se fait représenter par maman Yo-Yo Bakayoko. Grâce à la médiation de maman Henriette Konambédié, absente du show, mais qui a fait le show passer à Yamoussoukro avec Yodé Siro. Grâce à maman Simone Yves Gbagbo, absente du concours, mais qui a fait le show sur France 24, grâce à ces femmes de charme et de caractère que le mari n'écoute jamais quand il veut faire palabre, Monsieur Victor Yapobi, épris de paix et de réconciliation, dans un souci d'équité, a réorganisé la finale de Miss Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 15h à 8h clos, entre la présumée Miss Côte d'Ivoire et moi. Elle et moi sur le podium, yeux dans yeux, face à ma beauté resplendissante, la petite n'a pas à s'y porter. Comme ici, comme ça, me voici, Miss de Miss, la Naomi Campbell de Côte d'Ivoire, je vaporisais la couronne. Avec les 15 millions que je gagne, je vous offre une année de passe illimitée. J'aimerais rendre un vibrant hommage à mes marraines et mes modèles. À Muriel Nanier, la couronne des couronnes. À Incho Laetitia, la businesswoman des couronnes. À Aïssa Tadia, la couronne d'Assini. À Série Dorcas, la Daichi d'Emsa aujourd'hui. Voilà. J'aimerais enfin, à travers un petit a cappella, rendre un vibrant hommage à la Céline Dion de toutes les Miss Côte d'Ivoire, Linda Delon, oui. Et à travers elle, toutes les belles Linda de Côte d'Ivoire. C'est parti. Oh, Linda, Linda, oh, Linda, Linda. Comme ici, comme ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je vous remercie. Non, c'est une vraie Miss. Non, Brice, c'est Miss conquis quand même. Tu es bouche bée. Mais précédemment, Miss Boulogne, non, je crois. Vous pouvez faire votre conclusion. Nous avons été, encore une fois, très heureux, très heureux d'avoir été avec vous pour ce live talk. C'est aux côtés de la Miss des Miss que vous apercevez là qu'on vous remercie d'avoir été avec nous. On vous retrouve lundi, Inch'Allah, sur ce même plateau. D'ici là, prenez soin de vous et que...